Salut les artistes, c'est Olivier. Alors vous l'attendiez cette vidéo, deuxième partie de mon tuto sur l'étalonnage. On a vu dans la première partie les notions de base et comment réaliser une correction colorimétrique. Aujourd'hui, je vais surtout vous montrer des exemples de ce qu'il est possible de faire et je vous expliquerai aussi les outils que vous avez à votre disposition dans Premiere Pro CC pour réaliser vos étalonnages. On se retrouve juste après l'intro, c'est parti! Alors avant de commencer, bien sûr, si vous n'avez pas vu la première partie de ce tutoriel sur l'étalonnage, je vous invite vivement à aller regarder cette première partie puisque j'y aborde pas mal de notions qu'il est bon d'avoir dans un coin de sa tête et j'y aborde aussi la question de la correction colorimétrique et je pars ici du principe que tout ça c'est déjà acquis de votre côté. Ensuite, cette vidéo ne va pas être bâclée en 2 minutes, vous avez vu, elle est assez longue, tout simplement parce que j'y aborde pas mal de sujets et ce qui est important pour moi c'est que vous compreniez vraiment ce que vous faites et non pas juste de vous dire, vous poussez ce réglage vers là, vous ajoutez du bleu là, du jaune là et puis voilà, vous avez un rendu façon Hollywood. Non, ça c'est pas très intéressant pour moi, parce que ce qui est intéressant pour moi c'est que vous compreniez ce que vous faites, que vous compreniez comment l'étalonnage est fait au cinéma ou dans des courts-métrages, que vous ayez l'œil petit à petit pour repérer quels sont les réglages à faire pour obtenir tel ou tel rendu. Alors pour rappel, qu'est-ce que l'étalonnage? L'étalonnage, ça va être l'art de modifier les couleurs, les contrastes, la saturation, la vibrance, les teintes de votre image afin de donner un look à celle-ci pour par exemple transmettre une émotion ou retranscrire une ambiance dans votre film, dans votre court-métrage, selon les scènes que vous avez tournées, selon les personnages, les sujets que vous filmez. Et donc comme je disais déjà dans la première partie, ce qui va être très important pour vous avant de débuter n'importe quel étalonnage ou traitement de votre image numérique, ça va être de définir le rendu visuel que vous souhaitez avoir. Soit vous l'imaginez, soit vous regardez des références et vous essayez de copier pour débuter par exemple, soit vous calez sur une volonté d'un client, peu importe, mais essayez de réfléchir à ça. Est-ce que vous voulez des ombres bleues, vous voulez des ombres vertes, vous voulez des hautes lumières jaunes, une teinte globale qui soit plutôt rose, une teinte globale plutôt dans les magentas, je sais pas. Voilà, essayez de définir ça déjà à l'avance, ça va beaucoup vous aider pour la suite du processus d'étalonnage. Peut-être que vous souhaitez un rendu un peu façon Wes Anderson dans Moonrise Kingdom avec des contrastes peu prononcés, des couleurs plutôt délavées mais présentes quand même, ou à l'inverse, vous souhaitez peut-être un rendu façon Avengers, comme un blockbuster comme ça à l'américaine, un bon film d'action, avec ici des contrastes plutôt prononcés, une ambiance plutôt sombre dans la globalité, avec beaucoup de bleu et de orange. Voilà, essayez de définir ça à l'avance, ça vous aidera pour la suite. Alors le plus simple, ça va être maintenant de passer sur Premiere Pro pour vous montrer des exemples et pour vous montrer aussi les outils que vous avez à votre disposition sur ce logiciel pour réaliser votre étalonnage. Donc on va tout de suite éteindre les lumières et on se retrouve sur Premiere. Alors regardons tout de suite quelques petits exemples ici de blockbusters américains, des films d'action que vous connaissez toutes et tous à mon avis. Vous allez remarquer tout de suite que le style classique hollywoodien, et vous le savez peut-être déjà, ça va être un style fait de bleu et de jaune orangé. En fait on va utiliser du bleu en arrière-plan en général et on va faire ressortir les personnages principaux ou les éléments qu'on veut faire ressortir avec une teinte plutôt jaunâtre, donc jaune, orangé, un petit peu rouge parfois, un petit peu rosé. En fait ça va être un duo qui va très bien fonctionner et qui va donc nous servir à faire ressortir des éléments. Donc vous le voyez très bien ici sur les exemples que je vous ai sélectionnés, on a du Batman, du Iron Man, du X-Men, enfin bref, Skyfall ici, même du Indiana Jones, on a du bleu et du orange. Alors en règle générale, on utilise le bleu dans les tons foncés et on va utiliser le jaune orangé dans les tons clairs qui vont en général servir à faire ressortir les personnages puisque la peau est naturellement d'une teinte plutôt jaune orangé. Et vous remarquerez aussi que la majorité de ces plans sont filmés la nuit et c'est le cas dans beaucoup de films américains. En général, les scènes d'action comme ça sont filmées la nuit puisqu'on va avoir naturellement du bleu en arrière-plan, ça va pas choquer le spectateur et on va donc pouvoir jouer avec ce duo bleu-orange. Si on y regarde un petit peu plus près, comme ceci, on va cacher les zones bleues. Donc on voit bien ici qu'on a à peu près partout la même teinte jaune-orangé sur ces plans-là. En général, ce sont donc les visages des personnages, ou alors là où se passe la scène principale, comme ici, ici, ou encore ici chez Indiana Jones. Mais on peut avoir quelques exceptions. Si maintenant on isole les zones bleues, comme ceci, en général, donc on va avoir l'arrière-plan qui est bleu, mais certaines exceptions, comme par exemple Avatar, on va avoir les personnages principaux qui sont bleus, et c'est l'arrière-plan qui va être, si je remets l'arrière-plan, l'arrière-plan qui va être plutôt dans les jaunes. Alors bien sûr, c'est pas sur tous les plans comme ça, mais je vous montre juste des exemples ici qui sont très parlants, puisque on retrouve ça dans beaucoup de films américains, donc ce duo bleu-orange. C'est la première chose à retenir, que lorsque vous observez un film, ayez conscience de ça. Je suis pas en train de vous dire que c'est ce qu'il faut reproduire, mais je vais juste vous montrer que ça existe. En fait, ce qui est surtout important de retenir ici, c'est que cette technique est en place depuis des décennies. On est habitué à voir ça au cinéma. Donc,
tout naturellement, lorsque vous avez ce type de rendu dans un film, ça va vous paraître cinématographique, même si c'est très subjectif au final, ce terme-là. On a l'habitude de voir ça au cinéma, donc si vous reproduisez ça, vous allez avoir un look façon Hollywood, ce qu'on admet être un look façon Hollywood. Alors ce duo n'est pas dû au hasard du tout, en fait, si on regarde le vector scope ici, donc le vector scope YUV, si vous faites clic droit ici, vous l'affichez ici, vector scope YUV, vous allez vous rendre compte tout simplement que les deux couleurs majoritairement utilisées dans l'ensemble de ces plans, ce sont des couleurs qu'on appelle complémentaires, donc qui sont à l'opposé ici sur le vector scope. En fait, l'avantage des couleurs complémentaires, c'est que ça va faire ressortir davantage les couleurs. Donc le bleu va paraître encore plus prononcé, et le orange, enfin le jaune orangé encore une fois, va paraître plus prononcé grâce à l'autre couleur complémentaire. En fait, ces deux couleurs, lorsqu'on les juxtapose dans une même image, elles vont paraître plus profondes, plus saturées. Alors en général, la couleur complémentaire d'une couleur froide, ça va être une couleur chaude, et la complémentaire d'une couleur chaude, ça va être une couleur froide. Encore une fois, je suis pas en train de vous dire qu'il faut systématiquement utiliser des couleurs complémentaires, je vous montre juste ce qui se fait, ce qui marche et ce à quoi vous êtes habitué. Et bien sûr, quand on connaît une règle, il est plus facile de la briser et c'est donc pour ça qu'il est important pour moi de vous montrer tout ça. Alors maintenant que vous voyez un petit peu plus clair en termes de chrominance, donc en termes de couleur, de teinte, on va passer à ce qu'on appelle la luminance, donc tout ce qui est en rapport à l'exposition de votre image. Donc c'est pour ça je vais afficher ma forme d'onde en luminance, je vais cacher mon vector scope. Donc pour avoir la forme d'onde en luminance, je l'expliquais déjà dans la partie 1, mais vous faites clic droit ici, forme d'onde, et vous choisissez ici type de forme d'onde, vous cliquez sur luminance, et donc ici vous avez maintenant ce graphique qui est apparu, qui va donc correspondre à l'exposition de notre image. Donc ça se lit de gauche à droite, puisqu'à gauche vous avez la partie gauche de votre image, et à droite vous avez la partie droite de votre image, et de haut en bas vous avez l'exposition en quelque sorte. Donc en bas le 0 c'est les noirs 100% noirs, et à 100% ici vous allez être 100% blanc, donc ce sont les pixels totalement blancs. On voit qu'il y a quelques points qui sont cramés blancs ici, et qu'on a effectivement du noir entièrement noir, ce sont les séparations, ici les letterbox de mes images. Alors lorsque l'on va s'intéresser au traitement de l'image numérique, donc que ce soit l'étalonnage vidéo ou encore le développement en photographie, on va surtout regarder trois éléments de notre image, ces trois éléments qui sont fondamentaux, puisque c'est là que tout va se passer, et c'est très important de savoir les repérer et de les connaître. Donc le premier, ça va être les tons foncés, donc tout ce qui est ombre et tons donc sombre de votre image. Ensuite vous avez les tons moyens, donc les gris moyens de votre image, et ensuite vous avez les tons clairs, donc tout ce qui correspond à ce qui est clair dans votre image. Voilà, tout va se passer ici en fait, c'est là par exemple qu'on va modifier l'intensité des ombres, l'intensité des tons clairs, qu'on va ajouter peut-être du bleu dans les tons foncés, qu'on va peut-être ajouter du jaune dans les tons clairs. Voilà, c'est très important de connaître ces trois éléments. Et vu que vous allez constamment modifier ces trois composantes de votre image, il est très important de savoir les repérer sur votre image, et c'est là que donc la forme d'onde ici en luminance va être utile, puisqu'encore une fois ici vous avez les tons clairs qui sont en haut, les tons foncés en bas et les tons moyens ici. Si on regarde quelques exemples maintenant, par exemple ici avec Gatsby le Magnifique, on se rend compte que l'image est relativement sombre et ça se voit très bien dans la forme d'onde, puisqu'on a ici une répartition des pixels qui sont plutôt dans les tons foncés. Un autre exemple, par exemple ici avec Oblivion, on a une image relativement claire et on va effectivement voir dans notre forme d'onde qu'on a beaucoup d'éléments dans les tons moyens et dans les tons clairs. Alors je vous encourage vivement à activer cette forme d'onde et le vector scope qu'on a vu tout à l'heure pour vraiment analyser ce qui se passe dans votre image et le comprendre, puisque c'est aussi là que vous allez voir si vous allez cramer donc vos blancs ou si vous allez boucher vos noirs. Ça vous permet surtout de vérifier ce que vous faites lorsque vous étalonnez, de vérifier que vous ne perdez pas trop d'informations lorsque vous travaillez sur des fichiers compressés comme ici par exemple du MP4 ou du Move, sauf si vous filmez bien sûr avec des caméras qui filment en RAW comme les Blackmagic, les Arri, enfin peu importe. Mais si vous êtes sur un format compressé comme moi ici et que vous allez réaliser un étalonnage, il va falloir faire gaffe à cette forme d'onde et à votre vector scope colorimétrique et vérifier ce que vous faites en permanence pour ne pas créer d'aberration de colorimétrie ou d'exposition. Alors par contre, il y a quand même un élément très important qu'il va falloir observer de près dans votre étalonnage, et ça, peu importe votre volonté artistique, à mon avis, ça va être les teintes de la peau, ce qu'on appelle skin tones en anglais. En fait, peu importe l'origine de vos personnages, qu'ils soient avec la peau noire, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient plutôt blancs, en fait, la peau va avoir la même couleur. Ouais, je sais, c'est assez surprenant, j'aurais pu mettre ça en titre de vidéo, ça m'aurait fait un titre putaclic, mais oui, en fait, on a toutes et tous la même couleur de peau, ce qui va varier essentiellement, ça va être en fait la nuance de gris de notre peau. On va avoir une peau plus ou moins sombre, plus ou moins claire, mais la couleur va être la même, ça va être une couleur qu'on va retrouver si j'active de nouveau mon vector scope ici, je vais enlever ma forme d'onde, c'est en fait cette ligne-là que vous avez ici dans le vector scope, c'est la ligne de la teinte de la peau, qui va être donc située entre le jaune
jaune et le rouge, donc dans une teinte plutôt orangée, et c'est là-dessus qu'on va devoir caler la teinte de notre peau, qu'on soit donc noir, qu'on soit asiatique, qu'on soit blanc, qu'on soit arabe, peu importe. Voilà. Alors pour vous en convaincre, je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, ici, donc j'ai mis à la file plusieurs scènes, plusieurs screenshots. Donc on a Gatsby, on a La Belle et la Bête, après on a Oblivion, que je vous ai montré tout à l'heure, on va voir Avengers de Joss Whedon, on va avoir Léon, un vieux film que j'adore, on a La Chute du Faucon Noir, on a Moonrise Kingdom, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, et on a encore quoi? On a le Grand Budapest Hotel. Et donc on va isoler la peau comme ceci, la teinte de la peau, donc sur chacun des plans, et lorsque vous regardez ici le Vectorscope, vous allez vous rendre compte que systématiquement on est proche de cette ligne de la teinte de la peau, peu importe le plan, peu importe l'ambiance en fait que le réalisateur a voulu retranscrire dans la scène, la peau elle va tout le temps être calée sur cette teinte là. Alors justement, qu'est-ce qui se passe sur une peau de couleur noire, hein, vous allez me dire? Eh ben j'ai des exemples ici, je vous montre juste les plans avant, donc on est de nouveau dans Gatsby, là on est dans Avengers, et j'ai même pris aussi quelque chose qui n'est pas humain, j'ai pris la bête de La Belle et la Bête pour voir un petit peu comment a été traitée donc sa peau, et vous allez donc vous rendre compte ici, donc je vais juste isoler la peau comme ceci, donc on est encore une fois pile poil sur cette ligne de teinte de la peau, ici donc dans Avengers aussi, et sur La Belle et la Bête, on est aussi pile poil dessus. Donc vous avez vu, c'est très flagrant, c'est très parlant, et ça par contre il est très important de le respecter, puisque si vous allez trop dans les verts sur la peau, la personne va avoir l'air malade. Si vous allez trop dans les bleus, dans les violets, je sais pas, dans quelque chose qui ne correspond pas à la teinte de la peau classique, la personne va avoir l'air d'un alien. Alors peut-être que c'est effectivement un alien, et dans ce cas-là, ça s'y prête, mais dans la majeure partie des cas, lorsque vous filmez un être humain, une personne, peu importe encore une fois ses origines, vous allez essayer de caler la teinte de sa peau sur cette ligne qui est matérialisée ici dans le Vectorscope donc de Premiere Pro. Et concernant la luminance maintenant, donc je vais réactiver la forme d'onde, on enlève le Vectorscope. Concernant la luminance, en fait vous allez vous rendre compte que les peaux claires sont systématiquement donc dans des tons moyens, même les peaux foncées en fait on va situer entre 20 et 80, je vais faire play, vous allez voir effectivement ici qu'on va rarement en dessous de 20 et qu'on ne va jamais au-dessus de 80, donc ça nous permet d'avoir une peau qui soit donc dans les tons moyens agréables à voir à l'œil, on a suffisamment de détails dans les zones claires et dans les zones sombres, on n'est pas cramé dans les blancs, on n'est pas bouché dans les noirs au niveau des personnages principaux, c'est très important. Et ces deux règles de chrominance et de luminance sur la peau, il va falloir y faire gaffe systématiquement dans vos réalisations. Regardons maintenant comment toute cette question de colorimétrie et de luminance est utilisée dans les films que l'on connaît. Donc on va prendre un premier exemple ici qui va être donc La Belle et la Bête. Donc on va retrouver en général dans ce type de film deux types donc d'étalonnage, un étalonnage plutôt bleuté, donc avec une ambiance, un arrière-plan qui va être dans les bleus, et en général on va avoir une ambiance plutôt sombre, ça va plutôt retranscrire une ambiance anxiogène, peut-être de la tristesse, enfin bref, une situation qui n'est pas agréable, qui n'est pas confortable. C'est peut-être là aussi va intervenir les scènes de combat, là où vont apparaître les méchants. Voilà, on est habitué à ça, alors que lorsqu'on va passer sur un étalonnage plus chaud, on va plutôt être sur des scènes joyeuses, gaies, où les choses se passent bien, où on va peut-être présenter les personnages dans leur quotidien, peut-être que c'est aussi là où va se jouer le dénouement de l'histoire, le dénouement joyeux de l'histoire à la fin du film. Donc là par exemple sur La Belle et la Bête, on voit très bien là sur pas mal de screenshots du début du film, je vais pas vous spoiler pardon, tout le film si vous ne l'avez pas vu, on voit que les premières scènes ici de fête sont dans les jaunes, en fait ici on a après l'enchanteresse qui arrive et on va passer sur du bleu puisqu'il y a une situation de peur qui s'installe, ensuite on va présenter la Belle ici et le village, donc avec une belle chanson, tout est joyeux, on est de nouveau dans des tons relativement chauds. Ensuite on va découvrir le château, la forêt, on va de nouveau être dans du bleu froid et la nuit forcément, ça rajoute un petit peu au stress et un petit peu à l'ambiance de ces scènes là. Ensuite, on va découvrir la bête, on va quand même lui donner un petit peu de chaleur à cette bête puisqu'elle est attachante. Hein. Ici, on va faire un lever de soleil quand même coloré sur le château puisqu'on le connaît déjà et on s'est rendu compte que la bête n'était pas si méchante que ça. Voilà, donc ici, on est sur un étalonnage beaucoup plus festif avec beaucoup plus de couleurs. Donc on reste dans quelque chose de sombre et de bleuté mais avec d'autres couleurs qui viennent agrémenter tout ça pour ajouter un petit peu de jovialité à la scène. On repasse sur du sombre ici quand on retrouve les loups, qu'on a une scène de combat donc entre la bête et le loup, etc., etc. Et si on regarde donc de loin l'ensemble de ces screenshots, on se rend compte qu'il y a majoritairement deux types d'étalonnage, donc le jaune et le bleu. Et dans ce bleu-là, on va jouer donc encore une fois avec nos couleurs complémentaires. On va retrouver du bleu dans les ombres et du jaune dans les endroits chauds. Alors bien sûr, on va se servir de choses naturelles comme le feu qui va être forcément jaune, mais c'est toujours une très bonne façon pour le réalisateur d'utiliser donc les couleurs complémentaires et donc de donner un look très cinématographique comme ça au plan.
Prenons un autre exemple ici avec Oblivion. On a 3 types d'étalonnage dans ce film-là. On va avoir des moments de souvenir, donc ça va être ces plans ici, donc avec en fait un étalonnage plutôt monochrome, et on va avoir ensuite des scènes donc avec une colorimétrie plutôt neutre en fait, avec un peu de colorimétrie, un peu de couleur pardon dans les plans. Ça va être ces plans-là par exemple. On va avoir des scènes aussi de combat, donc ça va être un étalonnage beaucoup plus bleuté, beaucoup plus sombre, beaucoup plus gris. Ça va être une ambiance comme ça qui va être plus froide, moins chaleureuse. Et lorsqu'on va switcher par exemple d'un lieu à l'autre, mais en voulant raconter autre chose, en voulant passer d'un souvenir à un moment actuel, on va passer donc du moment actuel ici avec un étalonnage bleuté à un souvenir en monochrome, à de nouveau la situation actuelle avec un étalonnage bleuté, à de nouveau un souvenir ici avec un étalonnage plutôt jaunâtre puisqu'on est dans un souvenir joyeux. Ici, c'est un souvenir qu'ils ont partagé tous les deux où tout allait bien, et ensuite on re-switch sur la situation actuelle qui est beaucoup moins joyeuse, beaucoup moins gaie. On re-switch sur un étalonnage bleuté. Alors si on prend ces deux scènes de tout à l'heure ici dans Premiere Pro et qu'on essaie de modifier leur colorimétrie, on va pouvoir en fait les faire correspondre. On va avoir l'impression en fait qu'il n'y a pas d'espace temporel entre les deux. Ce ne sera pas un moment présent et un souvenir. En fait, il suffit de regarder ce qui se passe. Là, comme je disais tout à l'heure, on a plutôt du bleu dans les tons sombres et même dans les tons moyens, alors qu'ici on est jaunâtre partout. Donc si je vais ici dans mes options de couleur lumétrie de mon plan, je vais pouvoir aller ici dans les roues chromatiques très brièvement. Je vous explique pas tout ici, mais je vais juste vous montrer le principe. On va ajouter par exemple ici dans les tons foncés du bleu comme ceci. Dans les tons moyens, on va également ajouter du bleu. Voilà. On va un petit peu assombrir ici les tons foncés comme ceci. Je vais voir ce que ça donne. On a quand même une teinte un petit peu plus verdâtre. Donc je vais partir un peu vers là, comme ceci. Ça commence à correspondre. Par contre, il nous reste les tons clairs à gérer qui sont trop orangés. Donc je vais un petit peu les bleuter comme ceci. Et on n'est pas trop mal, vous avez compris l'idée. Alors je ne suis pas tout à fait exact, bien sûr. Voilà, on est plus un petit peu dans ces tonalités-là. Voilà. Là, on pourrait switcher d'un plan à l'autre. On n'aurait pas du tout l'impression qu'il y a une question de souvenir ou pas. On a juste modifié l'étalonnage et tout de suite, on va raconter une autre histoire. A l'inverse, si je réinitialise tout ça, donc j'ai double-cliqué ici dans mes roues, je vais pouvoir passer ce plan-là dans quelque chose de beaucoup plus chaud. Donc cette fois-ci, je vais ajouter plutôt donc du jaune, du orange dans mes tons foncés. Oula, je suis un petit peu exagéré. Voilà, comme ceci. Je vais un peu éclaircir mes tons foncés, mais pas trop non plus. Sinon, ça va désaturer le tout. Là, je vais ajouter un peu de chaleur aussi dans mes tons moyens, dans les tons clairs aussi. Je vais juste assombrir un peu mes tons foncés comme ceci. Voilà. Alors ça ne correspond pas exactement, mais vous avez compris tout à fait l'idée. On va avoir une moins grande différence et encore une fois, on va raconter une autre histoire rien qu'en changeant donc notre étalonnage, d'où l'importance d'y réfléchir pour chacun de vos plans. Mais ne changez pas d'étalonnage sur chaque plan, sinon il n'y aura pas de cohérence. Vous avez vu tout à l'heure qu'on va plutôt avoir 2 ou 3 types d'étalonnage sur l'ensemble de notre vidéo afin de rester cohérent et de ne pas perdre le spectateur en plein film. Il va rien comprendre à ce qui se passe et en fait vous aurez plutôt l'impression d'avoir en face de vous un film qui a mal été étalonné plutôt que quelque chose qui a été réfléchi. Donc rappelez-vous ça, utilisez seulement 2 à 3 types d'étalonnage maximum dans une seule et même réalisation. Voilà, ça va être tout pour cette partie 2. Je sais que vous êtes très frustrés sans doute parce que je ne vous ai pas montré dans le détail comment utiliser tous ces outils. Encore une fois, la vidéo serait trop longue et je préfère séparer tout ça en plusieurs parties. Comme ça, je peux un petit peu m'attarder sur des exemples, sur des notions de base comme je l'ai fait pendant cette vidéo. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur ce qui se fait en termes donc d'arrière-plan, de premier plan, comment on essaie de switcher d'un étalonnage à l'autre pour raconter une histoire, pour faire des flashbacks dans des souvenirs, comment est gérée la teinte et la lumière de la peau dans le cinéma en général. Voilà, tout ça, c'est des notions qui étaient très importantes pour moi de vous partager pour que vous les ayez bien en tête pour réaliser vos étalonnages. Et donc, on va voir dans la prochaine partie comment utiliser tous ces outils ici dans le détail. Promis, je vous explique ça, les courbes, les roues chromatiques, voilà, tout ça. Je vais vous l'expliquer et on verra aussi, bien sûr, les luttes encore dans une autre partie. Soyez patients. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si ça vous a plu, à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous avez eu le courage de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup. N'oubliez pas non plus, vous pouvez soutenir ma chaîne grâce à mon profil Tipeee. Donc je vous mets le lien dans la description pour ceux qui veulent contribuer à cette aventure donc sur YouTube et sur mon site internet. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Je vous dis faites de belles photos, faites de belles vidéos. À bientôt. Ciao!